Oui, bonjour Najat. Soyez la bienvenue, vous avez la parole. Merci beaucoup Najat, merci beaucoup Fernando. Comme Najat a dit, moi je suis chargée de vous introduire sur les concepts de la coopération décentralisée, qui est un concept tout à fait avec certaines complexités et qui aussi a souffert une transformation, une évolution pendant les dernières 10 années. On va commencer à travailler sur la définition qu'on a, que je pense que c'est très complète. C'est la définition, c'est la prochaine slide, Fernando. OK, on a cette belle définition qui ramasse, à mon avis, tous les aspects principaux de la coopération décentralisée. Il dit la coopération décentralisée est la coopération au développement entre les gouvernements locaux et régionaux et leurs associations qui ouvrent au-delà des frontières afin de renforcer mutuellement leurs capacités et en vue d'impliquer des acteurs économiques et sociaux à l'échelle locale et régionale pour aborder les défis de développement. Je vois ici plusieurs éléments. Il y a bien sûr l'élément de coopération entre deux gouvernements locaux, entre deux conseils provinciaux qui représentent des villes et des territoires, mais aussi implique dans cette définition les acteurs économiques et sociaux à l'échelle locale. C'est-à-dire, ce n'est que la coopération entre deux administrations, c'est la coopération entre deux territoires. Et l'objectif, pour avoir l'objectif qu'on se marque, c'est nécessaire d'impliquer les acteurs clés du territoire. À mon avis, ça c'est un aspect important. Il y a un autre aspect que c'est celle de renforcer mutuellement les capacités. Ici, on est en train de dire que ce type de coopération a une perspective très technique et se base sur l'apprentissage mutuel entre les acteurs qui font la coopération. Et ça veut dire aussi que c'est une relation entre homologues, entre égales. C'est, à mon avis, un concept aussi intéressant qui sont renforcés pendant les dernières années dans la définition de la coopération décentralisée. Cette coopération se base dans certains piliers. Si on peut passer la prochaine slide, Fernando. Merci. On a identifié 5 piliers. Le premier, c'est la réciprocité et la relation horizontale, ce que je viens de dire. C'est une coopération qui échappe de la conception nord-sud. C'est une coopération qui aborde les défis et les problèmes du gouvernement local et de ces territoires dans une perspective d'égal à égal pour trouver des solutions communes. De l'autre côté, il y a aussi le pilier le principe de la proximité et la participation. Ça, c'est un aspect absolument normal dans les gouvernements locaux et régionaux. La proximité aux citoyennetés et aux problématiques du territoire font que se puisse définir des actions beaucoup plus basées sur la solidarité, sur les besoins du territoire que d'autres types de coopération d'autres administrations. Il y a aussi l'aspect de la gouvernance géographique et multiniveau et pluripartie.
ça veut dire que cette coopération, la coopération des gouvernements locaux et régionaux doit aussi aligner et prendre en considération les politiques des autres administrations à une échelle supérieure. Cette volonté de coordination, c'est aussi un des piliers et des principes de la coopération décentralisée. On a aussi le pilier, le principe de l'alliance géographique, basé sur les échanges et l'apprentissage mutuel. Ce type de coopération donne aussi aux gouvernements locaux et régionaux l'occasion d'entamer alliances solides et fortes hors ses frontières. Et ça, c'est une richesse que les gouvernements locaux et régionaux doivent assurer parce que ça a des bénéfices dans leur politique publique et leur territoire aussi. Et last but not least, le plus grand, le cinquième principe, c'est celle de la solidarité, les plus grandes possibilités de solidarité. Ça veut dire que ce type de coopération veulent aussi échapper à la logique étatique de coopération que parfois se centre aussi dans des intérêts commerciaux, économiques, géostratégiques, diplomatiques et pas sur les besoins du territoire et de la population. La coopération décentralisée est alors différente, peut marquer ses priorités à côté de les grands stratégies des États. Ça, c'est un aspect que je pense que c'est aussi intéressant. On va continuer brièvement sur le cadre juridique, le cadre normatif de la coopération décentralisée. C'est difficile de parler de cette thématique et de la résumer parce que c'est une thématique qui varie énormément de pays à pays. Chaque pays a ses cadres normatifs, législatifs. Mais on a fait l'effort de clusteriser, de trouver 4 grandes tendances. D'un côté, on a les pays qui ont déjà doté des instruments juridiques pour réglementer l'action internationale. C'est les cas de France, Équateur, Belgique, Italie, Brésil. Ces pays-là, et cette tendance, c'est de donner déjà une marque, un cadre législatif pour faciliter que le gouvernement locaux et régionaux fasse la coopération. Il y a des autres pays qui optent pour faciliter la coopération décentralisée à travers de sa loi de coopération au développement. Ça veut dire que profite de le cadre juridique de la coopération internationale ou de la coopération au développement pour introduire les concepts et les compétences de la coopération décentralisée. C'est le cas de l'Espagne ou du Mexique. Il y a aussi des pays qui reconnaissent la coopération décentralisée dans la législation et ayant à voir avec l'organisation territoriale de l'État, comme le Maroc ou l'Équateur. Et après, il y a aussi les pays qui nous donnent un cadre juridique spécifique pour mener la coopération décentralisée, mais met en place des recours et des solutions, des modalités juridiques
pour avancer sur les projets et les stratégies de coopération au développement. Ça, c'est le cas de l'Association des municipalités néerlandaises. C'est difficile à rentrer dans ces thématiques d'une façon si comprimée, synthétique, mais un peu l'idée qu'on voulait vous transmettre, c'est que le cadre juridique est un des éléments. Il y a un autre élément que c'est l'interprétation de ces cadres juridiques. On a eu des exemples des pays avec le même cadre juridique, mais quand une option politique est en train de gouverner, sa interprétation, c'est plus restrictif ou bien plus flexible. Il y a aussi la composante de l'idéologie du parti politique qui interprète les cadres juridiques. En tout cas, je pense que la majorité des pays et des gouvernements locaux qui ont la volonté de travailler avec ses homologues hors ces frontières, je pense que d'une façon ou d'autre, c'est faisable. Il y a aussi des fonds européens, des fonds internationaux, et en tout cas, c'est une ligne de travail que les ODD aussi est en train de renforcer, parce que c'est évident que ce type de coopération donne une marche pour la transformation, pour mettre en place des actions qui transforment la réalité, qui met en contact la citoyenneté avec les problématiques globales, qui est très fort, et il y a un grand potentiel, et c'est pourquoi je pense qu'au niveau international, c'est une ligne de travail qui sera renforcée dans le futur, aussi dans les cadres de l'agenda 2030. Je pense que je laisse ici mon première présentation. Je vous remercie et je vous laisse avec Fernando et toute la séance qui va approfondir sur tous les concepts. Merci.